Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints de bon matin pour ce webinaire de profil en collaboration avec Del Sol Avocat et avec la participation de Yann Roland et de Bruno Perrol comme grands témoins. Nous avons le plaisir de partager avec vous nos travaux ou la poursuite de nos travaux sur les fondations actionnaires, un modèle, comme vous le savez, auquel nous croyons beaucoup, et de partager nos propositions pour en développer l'essor en France. Alors, je vous propose peut-être que Maïlis Cartini, qui accompagne nos travaux et anime la communauté De facto, qui est la dynamique européenne en faveur des fondations actionnaires, vous présente rapidement notre programme. Bonjour à tous. Alors, je vais en profiter pour vous afficher un diaporama qui nous permettra de vous présenter cette séance. Donc, ce webinaire qui durera 1h30, nous aurons donc une petite introduction pour commencer, pour vous replacer les termes de ce que c'est qu'une fondation actionnaire, parce que peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas encore. Ensuite, nous aurons un temps assez large de témoignages de Yann Roland et Bruno Perrol, qui sont donc des pionniers du modèle. Ça sera aussi l'occasion de connaître un peu mieux qui sont les membres de la communauté De facto. Enfin, en troisième, nous aurons un temps davantage dédié au plaidoyer, grâce à la participation de Del Sol Avocat, qui nous présentera les propositions de ce plaidoyer pour les fondations actionnaires pour en améliorer le développement en France. Et enfin, un petit temps de conclusion et les prochaines étapes, à la fois sur les fondations actionnaires et De facto. Voilà, à toi Virginie. Alors, très rapidement, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, Profil, c'est une entreprise à mission, d'autant plus entreprise à mission que, vous le savez peut-être, nous avons largement contribué à forger non seulement le concept, mais le modèle des entreprises à mission en publiant, bien avant la loi Pacte en 2019, une étude internationale dédiée à ce nouveau statut. Et nous avons été très actifs dans le cadre de la loi Pacte pour la qualité juridique de société à mission. Donc, la somme mission, c'est d'ouvrir la voie pour accélérer la contribution des entreprises au bien commun. Ouvrir la voie, c'est notre pôle recherche qui à la fois publie des études internationales, organise des séminaires, des conférences, des voyages d'études, des ateliers, publie également des guides pratiques sur des modèles que nous tentons de défricher, de révéler à l'aune des meilleures pratiques internationales. Accélérer la contribution des entreprises au bien commun, c'est ce pourquoi nous nous levons de bon matin, mais sûrement vous aussi en ligne, et nous avons cette vocation chevillée au corps, car nous pensons que les entreprises sont des leviers de transformation et que le bien commun, il est urgent de le protéger ensemble. Donc, c'est une activité de conseil en stratégie auprès de dirigeants, d'entrepreneurs, d'actionnaires, d'investisseurs et d'administrateurs. Voilà ce qu'est Profil rapidement. Alors, la fondation actionnaire, certains nous ont dit que c'était un oxymore parce qu'en effet, ça rapproche deux termes qui, a priori, sont dans des sphères opposées. La fondation qui évoque évidemment le champ de l'intérêt général, un champ auquel je me consacre depuis plus de 25 ans, et actionnaire, évidemment, la sphère capitaliste. Mais il se trouve que les deux peuvent totalement cohabiter et même ne faire qu'un, puisque une fondation peut se retrouver être actionnaire d'une entreprise. Donc, une fondation actionnaire, c'est très simple, c'est une fondation pleinement fondation ou structure assimilée à but non lucratif d'intérêt général, qui est propriétaire d'une entreprise industrielle ou commerciale, comme nous le verrons. Et elle possède tout ou partie des actions et droits de vote, sachant qu'il peut y avoir dissociation. Et donc, elle se retrouve à assurer une double mission philanthropique et actionnariale. J'insiste sur le fait que, pour nous, chez Profil, sa mission philanthropique est consubstantielle au fait de l'appeler fondation, fondation actionnaire ou fonds de dotation actionnaire. Mais comme vous allez le comprendre, il y a derrière cette appellation générique, qui n'est pas un statut, plusieurs statuts. Alors, les statuts en question, c'est en France en tout cas, la fondation reconnue d'utilité publique, bien sûr, choisie notamment par Pierre Fabre, qui est un des grands exemples de fondation actionnaire en France, le fonds de dotation,
Et nous allons le voir, nos deux interlocuteurs ont choisi ce statut pour abriter leur action de fondation actionnaire. Et il y a depuis la loi Pacte un autre statut, le fonds de pérennité, qui lui, je dirais malheureusement, n'est pas d'intérêt général, mais que la loi Pacte présente comme une fondation actionnaire à la française, qui pour nous est un peu ambivalent, car une fondation actionnaire, évidemment, se doit d'avoir des prérogatives philanthropiques. Si on avance, vous rappelez que nous menons de nombreux travaux sur les fondations actionnaires depuis 2015. Vous pouvez les trouver en ligne sur notre site. Nous avons publié une première étude européenne qui a un peu forgé le concept en l'approfondissant en France, en comparant ce qui se faisait au Danemark, en Suisse, en Allemagne. Et en creux, la France semblait extrêmement en retard. Nous avons organisé une grande conférence à Bercy avec des patrons nord-européens en 2016 qui a donné l'envie au ministère de confier un rapport à l'inspection générale des finances, rapport de M. Gevakov sur comment développer le rôle économique des fondations. Vous pouvez aussi le trouver en ligne et il reprend un certain nombre de nos sujets sans forcément aller jusqu'où nous le souhaitions. Nous avons créé, à la demande d'entrepreneurs qui voulaient aller vers ce modèle de fondation actionnaire, la communauté de facto que présentera Maëlys. Nous avons participé à la visite d'État du président de la République au Danemark en 2018 et nous lui avons présenté des fondations actionnaires danoises comme Novo Nordisk, comme Carlsberg, qui appartiennent à des fondations. Et à cette occasion, nous avons signé un pacte de coopération entre la France et le Danemark sur le développement des fondations actionnaires et nous restons très en lien avec nos correspondants danois. Nous avons organisé un voyage d'études au Danemark et en Suisse. Nous avons publié un guide sur les fondations actionnaires. Et puis récemment, un premier cahier de prospective sur la cohabitation possible entre des fondations actionnaires et des investisseurs à un même tour de table, et Yann Rolland pourra en témoigner. Et puis nous publions aujourd'hui un plaidoyer dans le cadre de la campagne présidentielle et évidemment pour le nouveau gouvernement. Maëlys, ton micro. Excuse-moi, je ne voulais pas t'interrompre. Comme l'a dit Virginie, en 2018, la communauté de facto, qui est donc un acronyme pour Dynamique européenne en faveur des fondations actionnaires, a été créée à la demande d'entrepreneurs. Donc, en fait, c'était les premiers pionniers du modèle de fondation actionnaire qui ont demandé à Profil se regrouper pour pouvoir se rencontrer, pour pouvoir partager entre pairs, pour pouvoir aussi se nourrir des exemples à l'étranger. Donc, en 2018, cette communauté a été créée. Elle rassemble aujourd'hui 13 structures membres, donc comme vous pouvez voir sur la carte, partout en France, et aussi de secteurs très, très variés. Voilà, il y a le CETI, par exemple, Yann Rolland que nous rencontrerons tout à l'heure, c'est plutôt du secteur industriel. Vous pouvez voir Léa Nature, qui est plutôt dans le bio, la grande distribution, Archambault, le bois, Mosaïque RH, entrepreneuriat social, Mediapart. Donc voilà, tout un tas de panels d'entreprises de secteurs très variés, de tailles très différentes, qui vont de plusieurs centaines de milliers d'euros à plusieurs millions, voire centaines de millions. Voilà. Nous avons aussi, donc, depuis le début, plusieurs correspondants européens au Danemark, en Allemagne et en Suisse, qui sont des avocats très réputés, donc au barreau de Genève, à Copenhague, et aussi des membres de la Purpose, de la communauté Purpose Economy, qui rassemble donc des modèles alternatifs de gouvernance autour de la mission et des fondations actionnaires en Allemagne. C'est aussi donc aujourd'hui très structure membre, mais une dynamique qui s'accélère en France, car Profil, donc depuis 2015, accompagne des entrepreneurs à créer des fondations actionnaires et la dynamique ne cesse de grandir et en ce moment même, nous accompagnons 5 entrepreneurs à créer des fondations qui deviennent donc des fondations actionnaires qui vont de plusieurs centaines de milliers d'euros aux millions et qui donc envisagent de nous rejoindre par la suite pour continuer à mener ce plaidoyer et à développer les fondations actionnaires.
Juste pour compléter ce que tu dis, Maëlys, il est vrai qu'on voit un intérêt croissant pour le modèle de la part d'entreprises dont le capital est rassemblé ou en tout cas majoritairement détenu par des familles et qui se posent, nous comprendrons, les questions de la transmission et de la succession, qui sont deux sujets qui cohabitent mais qui ne sont pas exactement les mêmes et pour lesquels la transmission et la dépossession en faveur d'une fondation actionnaire apportent à la fois de la pérennité, du sens, rassure énormément les familles, les collaborateurs et souvent des parties prenantes économiques. Et nous sommes étonnés de voir en effet des acteurs industriels et commerciaux de taille et de secteurs extrêmement variés nous interroger, progressivement s'y intéresser, voire franchir le pas. Et nous avons en effet aujourd'hui des entreprises qui font plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui vont même jusqu'au milliard d'euros, qui sont dans cette dynamique, en prenant le temps de le faire, de se poser toutes les questions qui sont nombreuses, à la fois sur le plan philanthropique, bien sûr, mais aussi sur le plan à la fois patrimonial et de transmission. Alors, pourquoi promouvoir ce modèle en France? Eh bien, on va essayer de rassembler très rapidement les principaux arguments qui, non pas nous motivent, nous, même si progressivement nous en sommes évidemment convaincus, mais nous lui avons trouvé en y travaillant plus de vertus à chaque fois que nous avancions. Et finalement, ce sont les entrepreneurs qui nous ont permis aussi de voir les questions qu'ils se posaient et à quel point ce modèle pouvait leur apporter une réponse pertinente. Alors, il est vertueux, ce modèle. Évidemment, il n'est pas unique, il ne correspond pas du tout à tous les cas d'entreprise, mais il permet vraiment de réconcilier une performance économique, parce qu'évidemment, il s'agit de détenir des entreprises qui marchent et qui se développent, et un intérêt collectif, compte tenu qu'il y a un vrai partage de la valeur. Et donc, nous considérons que dans le débat actuel sur l'actionnariat au service du bien commun, la fondation actionnaire est une réponse. Aujourd'hui, on peut vraiment affirmer qu'une fondation actionnaire, c'est un modèle de transmission. Les entrepreneurs qui viennent nous voir, et nous le verrons avec Bruno Perrol ou avec Yann Roland, se posent cette question de la pérennité et de la transmission, peut-être d'abord. Ils sont aussi soucieux de la souveraineté économique, on peut aussi appeler ça du patriotisme économique, en tout cas de faire que l'entreprise reste en France avec une certaine fierté de l'avoir créée, développée en France, et ils n'ont pas envie de la vendre à des acteurs qui pourraient très souvent être étrangers. C'est aussi une façon de protéger des valeurs, car vous allez le comprendre au travers notamment de ces deux témoignages, il y a une vision. Il y a une vision d'un capitalisme altruiste. Là aussi, on peut se dire que c'est un oxymore. Mais je pense que ni Yann n'ont renoncé au modèle capitaliste, mais ils le voient autrement, au service d'une valeur partagée et au service aussi de ce qu'ils ont mis, eux, de leur trip, de leur vision, de leur engagement en matière notamment de responsabilité sociale et environnementale. Eh bien ça, pour eux, c'est très important et il faut que l'actionnaire d'aujourd'hui et surtout de demain, parce qu'ils pensent après eux, puisse en être le garant. Ensuite, les fondations actionnaires, évidemment, elles permettent d'avoir un actionnaire stable parce que je pense que tous ceux qui nous écoutent savent que, par définition, une fondation ne peut pas être rachetée. C'est donc un actionnaire tout à fait disruptif dans le modèle capitaliste qui est là pour servir l'intérêt général, qui est par définition de long terme et donc qui est stable. Et c'est une façon, évidemment, de démultiplier le financement au service de l'intérêt général, car nous le verrons, eh bien, ne serait-ce qu'à travers vos deux exemples, ce sont a priori quelques millions d'euros de plus qui vont aller chaque année à l'intérêt général sur des causes que vous avez choisies avec votre famille, souvent, et avec vos administrateurs. Et donc, on peut, en conclusion, dire qu'on est vraiment dans cette économie du bien commun avec un modèle encore à parfaire, et c'est pour ça que nous essayons de nous y employer, mais qui correspond vraiment à des aspirations de certaines familles et de certains propriétaires d'entreprises aujourd'hui. Il est redistributif puisque, si on fait un petit schéma assez simple, les fondateurs se dépossèdent pour transmettre les titres de l'entreprise à la fondation qu'on appelle génériquement, hein, vous l'avez compris, fondation actionnaire, ça peut être un fonds de dotation, pour exercer une mission philanthropique d'une part, au profit évidemment de projets d'intérêt général, et une mission actionnariale de fait, parce qu'on ne peut pas priver un actionnaire
de ses prérogatives. Et là se posent beaucoup de questions passionnantes. C'est comment aujourd'hui une fondation peut exercer ce mandat. Comme vous le savez, les statuts, malheureusement, ne sont pas très explicites aujourd'hui, puisque les statuts de fondation ou de fonds de dotation résument évidemment la mission à l'activité uniquement philanthropique. Or, pour une fondation, un fonds de dotation actionnaire, eh bien, il faut aussi être capable d'exercer ce mandat, qui n'est pas un mandat opérationnel, mais qui est un mandat stratégique. Et évidemment, les dividendes de l'entreprise détenue remontent à la fondation selon son droit à dividende, qui peut être encore une fois dissocié des droits de vote et permettent de financer exclusivement ou majoritairement les projets d'intérêt général. Je dis majoritairement parce qu'on peut imaginer qu'il y ait d'autres sources de financement que les dividendes. Peut-être, Maëlys, voilà, évoquer à quel point tous les secteurs sont concernés. Voilà, et c'est un modèle qui est vraiment compatible avec toutes les tailles d'entreprise, de start-up. Hein. On peut même avoir une fondation actionnaire dès le début. On a par exemple GoJob qui s'est créé avec une fondation actionnaire et jusqu'à des très grandes entreprises, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, de plusieurs millions de chiffres d'affaires et même plusieurs milliards de chiffres d'affaires. C'est compatible avec tous les types d'entreprises. On a des entreprises familiales, des entreprises de l'économie sociale et solidaire, et aussi des entreprises cotées. Donc, pas encore en France, mais au Danemark, il faut savoir que 68% de la capitalisation boursière de Copenhague voilà, sont des fondations actionnaires. Donc, peut-être qu'un jour, cela arrivera en France. Et enfin, donc, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est compatible avec tous les secteurs d'activité, cosmétiques, presse, industrie du bois, filière bio. Et les membres de De facto en sont un très bon exemple. Et enfin, c'est aussi un modèle qui est compatible avec tout type d'actionnaires. Donc ça, nous avions réalisé une conférence avec une première publication donc, de notre collection Fil Rouge, dont le numéro 2 est le plaidoyer. Notre numéro 1 était Fondation actionnaire et investisseurs. Vous pouvez trouver le replay sur notre chaîne YouTube et vous pouvez aussi trouver sur notre site ce premier numéro en téléchargement gratuit. Et donc, nous essayons de défricher cette question de quand une fondation actionnaire détient une entreprise, est-ce qu'elle peut, autour de table, avoir d'autres actionnaires et notamment des investisseurs? Est-ce que ces actionnaires sont compatibles entre le long terme de la fondation actionnaire, le court terme, souvent des investisseurs, etc. Et des personnes comme par exemple Yann Rolland avec SETI sont un très bon exemple de cela, car par exemple Yann Rolland, donc, que nous présenterons tout à l'heure, la fondation actionnaire cohabite avec des investisseurs à impact, avec un FCPE et avec de l'actionnariat salarié. Donc, la fondation actionnaire peut vraiment être compatible et apporter quelque chose de plus à tout ce tour de table d'actionnaires. Parfait. Alors, je vous propose qu'on entre maintenant dans les témoignages. Je remercie beaucoup Bruno Perrol, qui est président fondateur de Bureau Vallée, et Yann Rolland, qui est l'ancien président de SETI. D'abord d'avoir rejoint comme membre militant la communauté De facto et d'apporter leur contribution à nos travaux par l'incarnation qu'ils sont de ce sujet. Alors, pour chacun de vous, quelques mots rapides de présentation, peut-être quelques chiffres clés, vous les compléterez peut-être. Bruno, Bureau Vallée, donc 2500 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros et aujourd'hui 20% du capital qui est détenu par un fonds de dotation actionnaire qui s'appelle BV pour une planète heureuse. Dans le cas de Yann Rolland, eh bien, 1300 collaborateurs pour le CETI, qui est la compagnie des équipements techniques et industriels pour l'habitat, qui est installée, dont le siège social est installé à Nantes, mais qui a 7 usines en France, un chiffre d'affaires de 220 millions d'euros de chiffre d'affaires et 35% du capital qui est détenu aujourd'hui par un fonds de dotation qui s'appelle Superbloom. Voilà. Dans chacun de vos cas, une transmission qui s'est faite les dernières années, encore plus récemment pour Yann, avec une forte conviction. Donc, j'aurais une question à vous poser à l'un et à l'autre. D'abord, peut-être Bruno, puis Yann. Comment avez-vous eu cette idée qui peut sembler totalement saugrenue de transmettre une partie de vos titres et donc de vous déposséder, aussi votre famille d'une partie de l'entreprise pour
une fondation actionnaire? Comment est venue l'idée? Comment avez-vous connu le modèle? Bruno. C'est à cause de vous. Oui, c'est le contact avec Profil et la génération d'une idée. Ah bon, on peut maintenant en France avoir une fondation actionnaire qui à la fois a des ambitions sociétales et environnementales et à la fois peut conserver, détenir tout ou partie du capital d'une entreprise ou de plusieurs d'ailleurs, puisque à ma connaissance, rien ne l'empêche. Voilà d'où c'est venu. Et juste peut-être pour compléter, en quoi ça correspondait à une aspiration profonde pour vous? Parce que c'est l'émergence de la capacité d'officialiser, de démontrer que ce que je portais depuis toujours, bien avant même la constitution de la société il y a 33 ans, qui était une envie que les choses se passent bien d'une façon générale entre les humains et plus encore de prendre en compte les impacts environnementaux que je savais depuis des décennies catastrophiques du développement humain et que je considérais que l'entreprise avait un rôle comme n'importe quel acteur de la société des hommes. Et la fondation actionnaire, ça permet d'officialiser ce que, au fil des années, nous avons toujours démontré et qui rassemble notre réseau. C'est un réseau d'entrepreneurs franchisés, Bureau Valais, très majoritairement, et qui sont fédérés par ce double modèle. Bien sûr que l'entreprise doit vivre, mais elle a de toute évidence un rôle et même un effet de levier pour agir plus pour les hommes, et l'environnement et leur société. Yann, vous-même, comment avez-vous connu le modèle en cheminant de l'entreprise à mission à la fondation actionnaire? Parce que j'ai oublié de dire que vous êtes un double pionnier. Vous êtes aussi la première, enfin le CETI, la première entreprise à mission française à être majoritairement, enfin son principal actionnaire est un fonds de dotation. Comment l'avez-vous connu et pourquoi avoir franchi le pas? Bonjour à tous. Moi, mon histoire, c'est que j'ai repris une entreprise qui était petite il y a 27 ans, sous forme de LBO. J'étais minoritaire au départ. J'ai fait plusieurs LBO pour arriver à être majoritaire, mais j'avais toujours promis aux salariés que l'entreprise ne serait plus subordonnée à la finance. C'était quelque chose qui, pour moi, était important, que les centres de décision restent dans nos usines. Et quand il s'est agi d'envisager la transmission de l'entreprise, effectivement, j'étais en contact avec Profil pour l'entreprise à mission et Profil m'a rappelé ce que j'avais déjà vu, mais je ne savais pas qu'on pouvait le faire en France, cette notion de fondation actionnaire. Et dans la transmission, l'entreprise étant assez performante, elle avait une valorisation très importante. Et déjà, le premier point, c'est que je ne me sentais pas propriétaire de l'ensemble de cette valeur que j'allais récupérer si je vendais l'entreprise purement et simplement. Le deuxième point, c'est que par rapport à cette notion de préserver l'indépendance de l'entreprise, la fondation actionnaire apportait le fait, dans la mesure où j'étais prêt à me déposséder d'une partie parce que je considérais que cette valeur ne m'appartenait pas complètement, ça n'avait pas beaucoup de sens. La fondation actionnaire a permis, en prenant une part de 35% dans le capital de la NewCo de reprise, dans un projet de reprise par la personne qui était le directeur général chez moi, a permis de sanctuariser le capital, d'assurer son indépendance, d'éviter que les financiers deviennent majoritaires, d'éviter de vendre l'entreprise à un concurrent ou à une autre famille. Et donc, ça s'est fait assez rapidement, assez naturellement. Et j'ai découvert par la suite que le gros intérêt aussi, c'est que vis-à-vis du personnel, le fait de savoir qu'une partie du capital est détenu par un fonds de dotation à but philanthropique, ça leur donne beaucoup plus de sens au quotidien dans le travail, dans la création de valeur auquel ils contribuent. Et vis-à-vis de mes enfants, qui sont cofondateurs avec moi de la fondation, nous travaillons ensemble sur nos actions philanthropiques. Donc là, il y a un partage qui est vraiment très, très, très sympathique et
et fondateurs, mais surtout, on leur transmet ensemble, on construit des valeurs qu'on va leur transmettre. Voilà. Et il y a vraiment beaucoup d'avantages. Je m'arrête là pour l'instant. Voilà, on va pas tout développer d'un trait de réponse, mais c'est déjà très riche. Juste peut-être une question rapide, enfin, réponse courte de chacun de vous. Est-ce qu'à un moment, vous aviez sérieusement envisagé de vendre? Pour ma part, non. Et Yann a presque commencé comme ça. Un des éléments importants était de tenir une promesse que j'avais faite auprès de mes franchisés, qui me posaient la question régulièrement, mais un jour, tu vas sortir, parce que tu vas arrêter de travailler, donc tu vas vendre, tu vas faire comme tout le monde. Non, 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 je ne vendrai pas, non. Sans savoir comment et quoi je ferai, mais non, je ne vendrai pas. Ça a été une réponse à ça. Yann a ajouté à juste titre, et je ne vais pas le redire, mais c'est très important pour les équipes, les salariés. On a de plus en plus d'indépendants qui travaillent comme des salariés, enfin, peu importe, hein, le groupe, l'équipe qui est autour, et fédérée par ce projet de fondation actionnaire, qui est plus un projet, qui est une réalité, et c'est aujourd'hui de plus en plus important. Merci. Maëlys, je te laisse poser peut-être quelques questions. Merci beaucoup. On a déjà eu pas mal d'informations, mais est-ce que vous pourriez nous rappeler quelle part, parce qu'il y a des personnes qui nous ont rejoints aussi en route, quelle part aujourd'hui est détenue par la Fondation Actionnaire pour chacun d'entre vous? Et ajouter, du coup, est-ce qu'il y a d'autres actionnaires autour de table? Et enfin, par rapport au pourcentage détenu aujourd'hui, comment est-ce que vous envisagez peut-être l'évolution de la Fondation Actionnaire et sa détention? Yann, Roland, si vous voulez commencer. Donc nous, le capital de CETI aujourd'hui est détenu à 35% par le fonds de dotation actionnaire philanthropique. 33% est détenu par les salariés, dont une partie par le dirigeant, mais également le comité de direction, mais également l'ensemble des salariés, ou plus exactement la moitié des salariés. 750 salariés sur les 1300 participent au FCPE, au fonds commun de placement. Et puis 32% sont détenus par des investisseurs en capital. Le principal est Tikeo, qui est un des plus gros fonds français, et qui est venu au capital parce qu'il a une enveloppe concernée par la transition énergétique qui avait du sens par rapport à notre métier. Et puis, de façon plus modeste, mais significative quand même, Quadia, qui est un fonds à impact, c'est-à-dire ça fait partie de ces investisseurs qui investissent dans les entreprises à condition qu'elles respectent des critères RSE, et c'est pas du greenwashing, hein, c'est vraiment... Il y a des règles du jeu, des standards qui sont écrits et qui doivent être respectés. Et puis, on a un petit investisseur régional, historique, qui nous a toujours soutenus avec nous. Donc, comme le disait Virginie tout à l'heure, une autre chose aussi qui est vraiment passionnante, c'est de faire cohabiter, c'est plus que cohabiter, c'est de faire converger les intérêts du capitalisme responsable et d'une forme d'altruisme. Le mot peut paraître un petit peu fort, mais si on considère que le chef d'entreprise dans la société civile est un des acteurs qui a le plus de moyens d'agir pour le bien commun, parce qu'il a de l'argent, parce qu'il a des réseaux, parce qu'il a une aptitude à comprendre les systèmes complexes de décision. Aujourd'hui, on ne peut pas nier que le chef d'entreprise, qu'on le veuille ou non, ce n'est pas une question de morale ou même politique, qu'on le veuille ou non. De toute façon, le chef d'entreprise a un impact très fort dans la société civile parce qu'il emploie des salariés, parce que les produits ou les conseils qu'il diffuse ont un impact sur l'ensemble de nos concitoyens. Donc voilà l'intérêt de cette convergence. C'est un intérêt, mais c'est aussi encourageant, c'est aussi positif dans sa façon de se comporter au quotidien. Sur les investisseurs au capital, effectivement, au début, ils étaient un peu surpris. On en avait rencontré plusieurs pour savoir qui allait nous accompagner. Leur réserve était une espèce d'a priori complètement, d'ailleurs, désuet à mes yeux, mais qu'il faut travailler.
c'est qu'ils pouvaient penser qu'un fonds de dotation actionnaire allait être moins exigeant sur la performance économique. Je les ai rassurés en leur disant que, personnellement, étant l'ancien actionnaire majoritaire et dirigeant de l'entreprise, je connaissais les possibilités de l'entreprise en termes de performance économique et que j'avais beaucoup d'ambition pour le fonds de dotation. Et donc, j'avais autant envie qu'eux que l'entreprise soit performante pour nous remonter des bons résultats, pour nous remonter des bons dividendes. Merci Bruno. beaucoup, Bruno. La fondation actionnaire détient aujourd'hui 20% du capital. Le reste du capital est détenu par votre serviteur dans le cadre d'un mariage qui est sous le régime commun. Donc, nous appartient, à mon épouse et moi, même si je représente très formellement la détention, le propriétaire. La grande question de cette période, c'est combien demain cette fondation actionnaire détiendra-t-elle? Il y a 3 seuils significatifs. Un, c'est de la passer à 49, c'est-à-dire pas la majorité. Le deuxième, c'est 50, qu'elle n'est ni la majorité, mais pas de minorité. Et la troisième, c'est 51 et plus, pouvant aller jusqu'à 95, 98, si on le décide. Parfait. Peut-être une question aussi à vous deux sur comment a été perçu autour de vous ce cheminement et cette dépossession. Et quand je dis autour de vous, c'est peut-être des cercles différents. C'est justement la famille que vous venez d'évoquer, Bruno, conjoint et enfant, parce que vous avez tous les deux 3 enfants en l'occurrence. Donc, vous êtes allés au-delà de la quotité disponible. Et donc, c'est important d'évoquer aussi ce chemin, puisque comme vous le savez, en France, en principe, on ne peut pas transmettre davantage de part de son patrimoine que sa quotité disponible. Tous les deux, vous êtes allés au-delà, donc il a fallu que vos enfants en soient d'accord. Donc, j'aimerais bien que vous en parliez. Et ensuite, les collaborateurs, les salariés de l'entreprise ou les dirigeants à vos côtés. Et puis enfin, peut-être au-delà, quand vous en parlez autour de vous, quelle perception vous avez en retour? Alors, d'abord, ce que je voudrais vous dire, c'est en ce qui me concerne, moi, je n'ai pas fait une démarche sacrificielle. Nous avons un bon train de vie et nous le maintenons. J'ai donné au fonds de dotation 40% de la valeur du patrimoine qui correspondait aux actifs de l'entreprise. Donc, il y a les 60% restants que j'ai récupérés dans ma holding familiale. Et donc, vis-à-vis de mes enfants, il n'y a pas, heureusement, j'allais dire, il n'y a pas eu de question sur la dépossession, mais effectivement, ils ont dû signer devant notaire un courrier de renonciation à recours, puisque cette donation dépassait la réserve héréditaire qui est définie par la loi. Donc, ils ont signé un document officiel comme quoi ils n'auront pas recours à mon décès au fonds de dotation pour récupérer l'argent que j'ai donné. On a fait ça suivant les bons conseils du cabinet Del Sol, qui pourra peut-être en parler mieux que moi tout à l'heure. Et surtout, les enfants sont très motivés par l'aspect philanthropique et l'aspect soutien d'associations caritatives. Bien sûr, au niveau du personnel, c'est fantastique parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, les salariés, ça leur donne beaucoup plus de sens dans leur travail au quotidien. C'est une preuve par les faits et non pas par les mots, parce que malheureusement, nous avons beaucoup de collègues chefs d'entreprise qui ont des belles paroles, mais qui, une fois au passage à l'acte, se servent en premier point barre. Et c'est un peu le cas dans les entreprises familiales, malheureusement. Là, il y a un passage à l'acte qui crée un climat de confiance et une motivation qui est très forte. Par rapport à la communauté des chefs d'entreprise que je connais, les réactions sont très contrastées. D'une part, il y a d'abord, les gens sont surpris parce que personne ne connaît ce système-là, quasiment. Et puis après, il y a ceux qui sont surpris et le mot qui revient, c'est inspirant. Sous-entendu, je n'y avais pas pensé, mais ça fait réfléchir et ça m'intéresse. Et puis à l'autre
bout du spectre, il y en a qui restent sans voix et qui ne comprennent vraiment pas qu'on puisse se déposséder. C'est-à-dire ça correspond aux chefs d'entreprise dont la finalité dans tout leur parcours, c'est d'optimiser sans limite au niveau des millions d'euros leur patrimoine financier. Alors, soit pour développer des valeurs économiques, pour développer un groupe performant, puissant et qui a un impact, ce qui est quand même bien sûr très intéressant, soit pour développer uniquement leur patrimoine personnel au moment de la vente. Donc, on a toutes les réactions et c'est pour ça que je suis motivé à soutenir ce plaidoyer parce que je pense que j'aimerais convaincre mes collègues chefs d'entreprise qu'arriver à certains seuils de patrimoine qu'on réalise, c'est plus intéressant de consacrer son énergie à l'intérêt du bien commun plutôt que d'augmenter son patrimoine, puisque de toute façon, ça ne sert à rien, ça sert pas à grand-chose d'en avoir beaucoup plus, sauf si c'est bien sûr pour mener des actions stratégiques sur le plan industriel, économique. Bruno. Il y a autour de la table, mais qui est maintenant dédoublée, en fait un seul actionnaire qui est la famille Pérol, que je représente depuis le départ. Mes enfants travaillent ou ont travaillé dans l'entreprise, mon épouse, pas de troisième, qui est une nature d'artiste. Et le fait d'avoir remis en cause le principe de l'héritage a quand même bousculé, a interpellé, il a fallu apprendre avant, pendant, après, à expliquer, à revenir sur les causes. Oui, ça demande un travail pédagogique sur la distance. Pour autant, mes enfants sont donc autour du conseil de la fondation, sont autour du conseil d'administration de la holding qu'elle détient, la holding de tête. Ça appelle à former la distinction entre les trois composantes d'une action, le pouvoir, qu'on appelle l'usus, qui reste, puisque via une fondation ou via un conseil d'administration d'entreprise de tête, celui-là est exactement le même. Par contre, la fondation, clairement, met en cause et le droit de vendre, l'usus, et les fruits le droit des actions, les fameux dividendes, qui par définition remontent à son propriétaire, et le propriétaire est la fondation. Je pourrais vous parler plusieurs minutes d'affilée du jeu que j'ai appris à cerner de ces trois composantes, mais c'est essentiel d'intégrer ça dans la réflexion qui mène à la construction d'une fondation. Merci. On va poser les dernières questions, puis surtout laisser à nos interlocuteurs via le chat en poser. Peut-être de mon côté, Maëlys, tu concluras. Encore peut-être une question. Où en êtes-vous l'un et l'autre par rapport à la construction de la politique philanthropique? Yann est très avancé. Bruno, vous menez déjà des actions philanthropiques via votre fondation. On ne va pas s'étendre dessus avec chacun à peu près 1 million d'euros de dividendes envisagés pour l'action philanthropique dans des domaines variés. C'est passionnant ce que vous faites l'un et l'autre, mais on n'aura peut-être pas le temps ce matin de s'y étendre. Moi, c'est plutôt sur le rôle actionnarial. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un peu réfléchi à ce que la fondation doit protéger, de quoi elle doit être garante? Et voilà, est-ce que vous êtes en cours de rédaction d'une charte d'engagement ou de principes directeurs? Non. Nous, on est dans le cadre d'un pacte d'actionnaires classique avec les autres actionnaires. Comme l'entreprise est sous forme de LBO,
il y aura une sortie qui est attendue par les acteurs financiers d'ici 5 à 7 ans. Donc pour nous, quand je dis pour nous, je veux dire le fonds de dotation et puis le dirigeant avec qui on est bien sûr très complices. La question se posera dans la prochaine opération si le fonds de dotation dans un futur LBO, est-ce qu'il prend la majorité ou pas, ou est-ce qu'on trouve une autre articulation. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que l'engagement que j'ai, c'est que le fonds de dotation vis-à-vis de l'entreprise est là pour sanctuariser l'actionnariat, pour éviter que l'entreprise perde son indépendance. La volonté, cette obsession de l'indépendance, elle est faite pour garder les schémas de décision dans nos usines, dans notre territoire, et que les schémas de décision ne se fassent pas dans des instances financières ou dans des instances familiales qui nous échapperaient. Et puis, c'est aussi garder l'ADN de l'entreprise. Comme vous l'avez dit, on est passé entreprise à mission parce qu'en fait, on est engagé dans la RSE depuis plus de 15 ans. Donc, il y a tout un état d'esprit, il y a des valeurs qui contribuent d'ailleurs à la performance économique de l'entreprise. Nous, on n'est pas une entreprise sociale. Moi, je ne suis pas un patron social. On a fait des choix de responsabilité et ça, on est très attaché à les garder. Donc, la vocation du fonds de dotation, c'est de préserver cette indépendance sur le long terme, sans limite dans le temps d'ailleurs. On n'a pas de raison. Peut-être qu'après quand je serai plus apte à assumer des responsabilités, j'espère que ce seront mes enfants qui représenteront l'actionnaire qu'est le fonds de dotation. Je vous reprendrai en disant que vous êtes un patron beaucoup plus social que d'autres, mais pas de l'économie sociale et solidaire. Ouais. Bruno, le rôle d'actionnaire du fonds. Le rôle d'actionnaire, Yann l'a très bien dit, il est effectivement de protéger, voire garantir l'indépendance, ce qui suppose d'abord une activité viable dans le temps. Donc, il faut que les affaires soient bien tenues, ça va de soi. On va rappeler quelques éléments de bon sens, mais sans ça, on ne parle de rien. Pour s'écarter du cauchemar du fonds de pension qui, au motif qu'il défend l'intérêt de futurs retraités, va pressurer les structures dont elle est actionnaire, alimentant on ne sait pas où et jusqu'à quel point quelque chose qui ne correspond pas au projet, aux enjeux, à la culture de ceux chez qui, par malheur, elle devient suffisamment importante pour prendre et imposer ses directions. Bon, je force sur le cauchemar, mais quand même. On en a vu 3-4 de ce type d'expérience, c'est un euphémisme. Cette période-là va passer, probablement est en train de passer, mais est encore très très présente. Donc oui, c'est l'indépendance, c'est organiser une autonomie d'action et ne pas avoir à lever la tête en permanence en levant le doigt pour dire est-ce que vous ne croyez pas qu'on pourrait faire quelque chose pour. Ça donne beaucoup de liberté d'action et ça libère l'esprit. Merci. Dernière question, Maëlys? Oui, pour conclure, parce qu'on a beaucoup de questions. Les gens sont passionnés par votre histoire et ont envie d'en savoir encore plus. Donc, très rapidement, pourquoi est-ce que vous avez rejoint la communauté des factos et qu'est-ce que ça vous apporte? En quelques mots, voilà. Moi, j'ai déjà répondu. Hein. C'est la faute à Virginie. Donc, je ne vais pas le redire. Non, mais qu'est-ce que ça vous apporte? Oh ben, alors, je suis un peu plus ancien qu'Yann, donc je vais reprendre la parole. Ça apporte le partage, ça apporte l'effet de groupe, de gens, d'entrepreneurs, de rencontres parfaitement inattendues qui se retrouvent pour parler des mêmes techniques dans une mécanique qui est encore mal connue parce qu'elle n'est pas encore assez pratiquée. C'est une création juridique récente en France. Et avec un vrai besoin d'apprendre, c'est un drôle de truc, c'est quelque chose d'hybride, une fondation actionnaire, ça porte bien son nom.
c'est une fondation et elle est actionnaire. Et elle doit mener de front, dans des domaines très différents, les deux vecteurs d'action que je viens de citer. Bon. Donc, on a besoin de partager de l'expérience. Yann? Ouais. Moi, j'ajouterais que je considère ce que j'ai fait comme un acte politique au sens noble du terme. Et donc, je suis militant de cet acte, comme dans les partis politiques, je suis militant et donc j'ai besoin de partager avec des collègues qui ont fait la même chose, qui partagent les mêmes valeurs. Et sachant qu'en plus, c'est pas facile de vous le transmettre, mais vous l'avez peut-être ressenti à travers les témoignages, c'est que chaque cas est un peu différent. Donc, en fait, on suit son sillon et en même temps, c'est intéressant de rencontrer des collègues chefs d'entreprise qui l'ont fait, mais avec une autre histoire, avec d'autres proportions, mais toujours avec cette conviction que le chef d'entreprise peut à la fois développer un profit maximum, enfin, optimum dans son modèle économique et en même temps servir le bien commun. Donc le fait de se retrouver entre pairs, ça nourrit, c'est très important. Merci à tous les deux. Alors, Maëlys, je te laisse animer la partie des questions. Oui, alors nous avons beaucoup de questions. Il y en a certaines, ne soyez pas trop inquiets, que nous poserons peut-être plutôt dans la deuxième partie, car elles pourront se rejoindre avec le plaidoyer et les propositions de Del Sol Avocat. Donc, nous avons plusieurs questions autour principalement de la gouvernance et du fonds de dotation. Je vais en poser 2-3 qui se ressemblent et comme ça, vous pourrez répondre chacun à votre tour. Nous avons une question de Xavier qui dit qu'une chose est de se déposséder de ses titres, une autre de son pouvoir. Voilà, donc vous en avez déjà un peu parlé, mais je pense que c'est intéressant que vous en reparliez. Donc, quel est l'impact de la fondation actionnaire sur la gouvernance et la direction de l'entreprise et par qui doit être idéalement administrée la fondation actionnaire. Voilà, sachant que vous êtes en chemin, mais à ce stade, voilà, si vous pouvez partager vos réflexions. Peut-être, Yann, si vous voulez commencer. C'est une excellente question. Pour moi, mon parcours s'est très bien passé en tant qu'entrepreneur et un peu comme les sportifs de haut niveau, je considère que, mais c'est ma vision personnelle, hein, c'est un témoignage, ça n'a pas valeur pour tout le monde. Moi, je pense qu'il y a un moment, il faut savoir s'arrêter. Et puis, j'avais le directeur général qui était là à tout à fait le niveau. Enfin, on a préparé ça depuis longtemps. Donc, je voulais qu'il soit tranquille pour pouvoir diriger. Donc, moi, j'ai complètement quitté, à titre personnel, l'actionnariat de l'entreprise et la gouvernance stratégique. Je ne suis pas dans le comité stratégique. Et puis, l'autre chose, c'est que j'avais envie d'ouvrir une autre période de ma vie. Donc, voilà, j'étais chef d'entreprise. Maintenant, je suis philanthrope. Mais en même temps, la cerise sur le gâteau, c'est que je représente l'actionnaire principal. Donc, je garde le lien et avec une qualité assez extraordinaire avec le dirigeant maintenant. À propos de pouvoir, donc là, je n'ai pas eu de mal à me défaire du pouvoir, mais j'ai créé autre chose, une nouvelle aventure. Mais à propos de pouvoir, c'est vis-à-vis des enfants que c'est un peu plus délicat. Ça se passe bien, mais Virginie m'avait très tôt alerté sur le fait que j'étais plus patron j'étais pas le patron de mes enfants, ça je le savais, mais malgré tout, on n'a pas la même maturité avec mes enfants et la même envie. Moi, je suis un peu pressé compte tenu de mon âge et mes enfants ont d'autres choses à faire. Donc voilà, il faut trouver la juste harmonie. Et donc, je préside pas le fonds de dotation comme je présidais mon entreprise. Et ça fait du bien, c'est très bien. C'est un changement réel. C'est une bonne question. Peut-être si je peux me permettre de compléter sur l'exemple de la fondation de Yann Rolland. Vous avez fait le choix, Yann, qui n'était pas forcément évident. Au début, la question s'est vraiment posée, que ce fonds de dotation actionnaire soit une aventure philanthropique familiale et que ça ne soit pas aussi la fondation de l'entreprise. Dans beaucoup d'autres cas, des membres de facto, c'est le bras armé philanthropique de l'entreprise. Ça remplace la fondation que pourrait avoir l'entreprise. Avec d'ailleurs, du coup, une gouvernance très intéressante qu'on n'a pas dans les fondations d'entreprise habituelles, qui est une gouvernance à la fois familiale, des collèges de l'entreprise et souvent des personnalités qualifiées. C'est le cas chez Archimbaud, par exemple, ou d'autres membres de facto. Vous, c'est vraiment une politique philanthropique familiale. Et si un jour l'entreprise CETI veut créer sa fondation d'entreprise, elle la créera. Voilà.
Donc, il y a aussi ce sujet qui est différent d'ailleurs chez Bruno Perrol, parce que BV pour une planète heureuse, c'est aussi le bras armé philanthropique de Bureau Vallée. Oui, avec, dans un premier temps, autour de la table de la Fondation, la famille, pour que nous apprenions ensemble à être responsables collectivement, familialement, et à vivre avec ce drôle de zèbre qui est une fondation actionnaire. Et avec un changement qui impacte la famille. Je l'ai senti et compris, et on travaille, on cultive ça. Ça se passe bien, mais les premiers temps, ça a été troublant pour les enfants. C'est pourquoi papa a fait ça. Est-ce qu'il nous en veut? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et, enfin, il y a eu un peu de ça, donc il faut préparer, il faut aller doucement. Euh, on a eu, Virginie, des échanges là-dessus. Et il faut accepter que le temps imprègne et permette de trouver des réponses à des questions qui ne sont pas toujours posées ouvertement. On est dans une relation familiale. Et ça appelle complexité, une diversité dans les lignes de communication intrafamiliale. Ça fait beaucoup de bien finalement. On a fait tous, moi le premier, des vrais efforts autour de ça. On a franchi des étapes que je n'aurais probablement pas franchies sans ça. Et donc, ça nous a fait grandir et ça m'a aidé à préparer aussi. J'ai 66 ans, donc à me délaisser une partie importante de la composante du capital pour petit à petit préparer une suite aussi apaisée que possible. Pour l'instant, je suis encore très actif, mais de plus en plus en recul dans une structure qui grandit beaucoup. Et, sans surprise pour qui que ce soit ici, dans une période particulièrement troublée, pas simplement les événements court terme de la guerre d'Ukraine qui nous font ajouter à une période on parle de basculement, on parle de disruption, on parle de changements profonds. Enfin, il y a des enjeux de la planète qui nous impactent tous. Donc, je me focalise sur les grands enjeux, dont la stratégie de l'entreprise. Et alors, peut-être une dernière petite question à laquelle on va répondre assez rapidement. D'abord, Bruno, est-ce que vous envisagez d'ouvrir le capital à des investisseurs externes? Et enfin, peut-être plutôt pour Yann, du coup, si jamais l'entreprise avait besoin de faire alliance avec un autre acteur non détenu par un fonds, est-ce que vous pensez que le fait d'être détenu par une fondation actionnaire n'est pas un frein pour le partenaire potentiel? Donc, une question autour des alliances et des investisseurs. Bruno, est-ce que vous voulez commencer? Alors, oui, mais ça va ressembler à une pirouette qui ne l'est pas parce qu'elle ne fait que officialiser quelque chose qui existe déjà. Oui, des investisseurs extérieurs, enfin, ce n'est pas le mot d'ailleurs. Nous allons faire rentrer, nous sommes en train de faire rentrer dans les différentes instances de tête du groupe une représentation de notre réseau de franchisés, en tout cas ceux qui ont par mutuel accord désiré et reçu d'être ce qu'on appelle des partenaires. Ce sont plus que des franchisés, ce sont des entrepreneurs qui ont envie de contribuer collectivement au projet de fonds et aussi à la construction stratégique et opérationnelle du développement de l'enseigne. Mais pas du tout, parce qu'on n'en a pas besoin en fait. Un actionnaire extérieur, ça serait pour, Yann l'a évoqué, ça serait pour transformer en argent cette entreprise. C'est exactement le contraire de ce que et moi et ma famille avec moi et notre réseau souhaitent. On veut au contraire, je le disais tout à l'heure, on veut une liberté d'action et quand on est libre chez nous, ça se passe très bien. Yann. Oui, alors, on n'envisage pas d'alliance, mais c'est vrai qu'avant de réfléchir sur la transmission de l'entreprise par le fonds de dotation, on a imaginé faire des alliances, transmettre l'entreprise à d'autres groupes familiaux, industriels ou autres.
Et à chaque fois, on était freiné par le fait qu'on allait perdre notre indépendance et donc perdre l'ADN de l'entreprise et les valeurs auxquelles nous sommes attachés. Maintenant que le fonds de dotation a 35% du capital, est-ce qu'on pourrait envisager plus tard une alliance avec une autre entreprise? A priori, c'est un peu contraire. C'est contraire à nos objectifs, celui de l'indépendance. En tous les cas, si alliance il devait avoir lieu, il faudrait trouver une synergie effectivement industrielle et économique, un même niveau d'ambition de performance économique. Donc ça doit se trouver. Par contre, il faudrait en plus qu'il y ait vraiment un partage contractualisé sur nos valeurs, sachant que nous défendons chez CEPI que être une entreprise RSE, être une entreprise à mission, ça contribue à l'amélioration de l'EBITDA et que ça ne le dégrade pas. Or là, il y a encore très peu d'entreprises qui raisonnent comme ça. Beaucoup pensent que c'est contraire à la performance économique. Voilà, donc on n'est pas fermé à une alliance, il fallait en faire une pour que ce soit plus intelligent, mais ce n'est pas notre projet pour l'instant. Merci beaucoup à tous les deux. On va maintenant passer davantage à nos propositions. Merci beaucoup à Xavier Delsol et à Arnaud Laroche, Delsol Avocat, d'être des fidèles partenaires depuis des années à nos travaux, réflexions. Je crois qu'on défriche ensemble. On a eu aussi l'occasion avec d'autres avocats de collaborer, donc ça n'est pas exclusif, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Je voudrais simplement vous dire, avant de vous donner la parole, que on avance en marchant. C'est-à-dire, comme vous l'avez senti, dans sa mission philanthropique, évidemment, on connaît parfaitement le sujet et de longue date pour aider nos candidats à la Fondation Actionnaire à structurer leur action philanthropique. Du côté actionnarial, on est sur un terrain un petit peu neuf qui finalement est au carrefour du droit des sociétés, du droit des affaires et du droit des non-profit. Et finalement, il n'y a pas vraiment de spécialisation d'avocats à ce croisement. Donc, on a l'impression d'être un peu en train d'inventer une nouvelle forme du droit, et donc ça se pétrit en collaboration aussi avec évidemment des interlocuteurs qui forgent la loi. Et donc nous portons ce plaidoyer à la fois auprès de parlementaires du côté du Sénat, du côté de l'Assemblée nationale. Nous en avons rencontré encore plusieurs récemment, et évidemment dans le cadre de la nouvelle mandature bientôt. Et puis, nous avons des échanges privilégiés à la fois à Bercy, à Matignon, auprès d'autres ministères concernés par ces enjeux. Donc, nous avons, fort de l'expérience des dernières années, forgé grâce à l'accompagnement très proche d'entrepreneurs qui passent à l'acte, émis un certain nombre de propositions. Et donc, je remercie beaucoup Xavier et Arnaud de les avoir formalisées de façon un peu plus juridique et de nous les présenter de façon succincte pendant ce webinaire. Je vous laisse peut-être la parole à l'un et à l'autre. Oui, donc je vais commencer. Rappeler rapidement, peut-être présenter rapidement le cabinet pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Peut-être éventuellement, oui. Merci Virginie de me laisser la parole. Donc le cabinet, tu l'as un petit peu anticipé ou présenté là à l'instant, mais effectivement, c'est un cabinet d'affaires classique qui fait du droit des affaires et qui accompagne des entreprises dans toutes leurs dimensions. C'est un cabinet important qui a un peu plus de 40 ans. Delsol, ce sont les deux frères Delsol, donc mon frère et moi. Ce cabinet est présent essentiellement sur Lyon et sur Paris, moitié-moitié, puisque historiquement le cabinet a son siège à Lyon, mais surtout avec 130 avocats. Sur les 130 avocats, il a une particularité qui est quasi unique en France, c'est que j'ai développé au sein du cabinet depuis effectivement bientôt 40 ans un département spécialisé qui accompagne toutes les organisations à but non lucratif, quelles qu'elles soient. Alors évidemment beaucoup d'associations, mais de plus en plus de fondations et de fonds de dotation, on va en parler bien sûr, peut-être demain quelques fonds de pérennité, mais il n'y en a pas beaucoup actuellement en France, et qui accompagne également tous ceux qui eux-mêmes sont les fondateurs, accompagnateurs, financeurs, etc. de ces structures, donc les mécènes, les philanthropes, ou comme ce qui nous rassemble aujourd'hui, les donateurs qui acceptent de donner tout ou partie des titres de leur entreprise. Donc on a une équipe au sein du cabinet, on est 4 associés et avec une trentaine d'avocats qui ne travaillent que sur ce secteur-là, ce qui est tout à fait original. Et vous l'avez compris,
ce qui nous rassemble, et c'est aussi ce qui nous a rapprochés de Profil et de Virginie Segers, c'est un peu cette même manière de voir les choses et le fait de considérer, Yann et Bruno l'ont aussi clairement dit tout à l'heure, de considérer que l'intérêt capitalistique et économique, la finalité capitalistique et économique ne sont pas incompatibles avec la poursuite du bien commun et la recherche du bien commun. Au contraire, les deux peuvent tout à fait s'irriguer l'un de l'autre à condition de ne pas mélanger la finalité et les moyens. Donc voilà un petit peu pour la présentation du cabinet. En ce qui concerne notre sujet, donc effectivement, on a trois freins principaux au développement du modèle en France. Virginie a évoqué les exemples anglo-saxons et surtout nordiques. Je pense principalement au Danemark ou aux pays de la Suède et la Norvège notamment. Il y a trois freins principaux. Un frein culturel de mentalité, des freins juridiques et fiscaux, ça c'est presque plus facile à lever si tant est que le législateur, qu'on arrive à convaincre le législateur. Et puis un autre frein juridique également, mais qui est lié à la réserve héréditaire, on en reparlera tout à l'heure. Sur le premier frein culturel, c'est d'abord une méconnaissance des fondations actionnaires. Ça a été dit aussi tout à l'heure. Les modèles qui ont été évoqués, comme le modèle danois, je dois dire que, et je pense que Virginie ne me démentira pas, même nous, quand nous sommes allés au Danemark et que nous avons vu cette richesse et cette diversité, bon, on savait à quoi on s'attendait, parce que sinon on n'y serait pas allé, mais moi j'ai été complètement bluffé. Enfin, on a vu quelque chose qui est totalement nouveau et incompréhensible en France. Là encore, Virginie évoquait les réactions de certains disant que la notion de fondation actionnaire était un oxymore, ce qui est très révélateur, alors que pas du tout. Les deux sont parfaitement compatibles. Je prends un deuxième exemple de frein culturel ou révélateur de ces freins culturels, c'est aussi le lapsus que font beaucoup, ce n'est pas une critique, mais en parlant de fondation d'actionnaires. On entend très souvent dans les discussions, même de personnes intéressées, disant « Ah oui, c'est intéressant votre modèle de fondation d'actionnaires ». En fait, non, c'est révélateur de l'incompréhension de ce système. Il y a aussi, et c'est le deuxième point sur cette méfiance envers les modèles hybrides, et ça, je pense que c'est malheureusement très franco-français aussi par rapport, alors c'est un peu schématique ce que je dis, mais c'est un peu caricatural, mais c'est quand même néanmoins assez vrai, par rapport au modèle anglo-saxon, où on accepte bien volontiers de mélanger justement à la fois le profit et la finalité, non seulement non lucrative, mais la finalité d'intérêt général. En France, il y a vraiment cette mentalité de dire les deux sont totalement incompatibles, on ne peut pas les mélanger. Si on les mélange, l'un va polluer l'autre. Je prends le terme de pollution que nous avons entendu, y compris d'ailleurs de personnes tout à fait éminentes. Je parle notamment de membres du Conseil d'État, par exemple, qui considèrent qu'on ne peut pas faire cohabiter les deux en même temps. Donc là, il y a une nécessaire évolution des mentalités à entraîner, mais les choses bougent sans aucun doute. Et notamment la communauté de facto fait bouger les choses et chacun des entrepreneurs concernés, on l'a vu tout à l'heure avec Yann et Bruno, font bien bouger les choses. Sur le plan plus juridique, les choses ont évolué également, mais je vais y revenir, j'y reviendrai après. Les statuts restent encore inaboutis pour la fondation actionnaire, donc il faut faire évoluer les choses à la fois sur le plan juridique et sur le plan fiscal, je vais y revenir. Et enfin, la réserve héréditaire, on l'a évoqué. Donc, on peut passer peut-être au slide suivant parce que c'est un petit peu redondant, effectivement. Et donc, ensuite, nos propositions vont être donc les suivantes. Améliorer les statuts existants ou le statut de fondation actionnaire en proposant de créer une qualité juridique de fondation actionnaire. Et enfin, à notre sens, nécessité d'assouplir le droit des successions. Il n'est pas nécessaire, il serait même probablement incongru de tomber dans l'excès inverse. On ne va pas supprimer le principe de la réserve héréditaire, ce qui pose d'autres problèmes. On le voit justement dans les pays anglo-saxons, où cette notion de réserve héréditaire n'existe pas, mais on peut parfaitement adapter les choses. Alors, en ce qui concerne le statut de la fondation reconnue d'utilité publique qui peut être elle-même actionnaire, il y a eu des améliorations évidentes, à savoir que cette notion de fondation qui est issue, ou les principes
de fonctionnement et les règles concernant les fondations reconnues d'utilité publique sont issues essentiellement de la doctrine du Conseil d'État, alors qui a été formalisée ou légalisée par la loi du 23 juillet 1987, qui pour la première fois a donné une définition juridique de la fondation, mais il faut savoir qu'avant 1987, avant la loi Léotard, la notion de fondation n'avait pas de définition juridique dans les textes, dans les codes, etc. C'était tout simplement une doctrine du Conseil d'État ou du gouvernement, parce que le Conseil d'État ne date que d'il y a 2 siècles, mais un peu plus. Donc, il fallait définir un petit peu tout ça, mais il y avait encore les réticences que j'ai évoquées à l'instant concernant le fait que, notamment le Conseil d'État, qui est un peu le gardien des fondations reconnues d'utilité publique, puisque c'est lui qui donne son avis sur la création de ces fondations pour que le ministre de l'Intérieur signe le décret de reconnaissance. Et le Conseil d'État a longtemps considéré, et même encore un petit peu aujourd'hui, a longtemps considéré qu'une fondation donc, ne pouvait pas être actionnaire, parce qu'en étant actionnaire d'une entreprise, alors, sauf de manière purement patrimoniale, ça a toujours été admis, qu'une fondation qui, par définition, doit détenir une dotation significative qu'elle place pour que cette dotation lui rapporte de l'argent, ça peut être un placement immobilier, mais il a toujours été admis que ça pouvait être aussi un placement mobilier, en financier, en achetant quelques titres, mais là, c'est purement patrimonial, évidemment. Il n'y a pas de volonté d'être actionnaire de référence de l'entreprise. Et donc ça a toujours été, ça a été longtemps plutôt, longtemps critiqué, où le Conseil d'État considérait que ça n'était pas possible. Il a fallu d'abord la loi Jacob Dutreil de 2005, qui a permis déjà de dire dans le texte de la loi, ce qui est un petit peu quelque part forcer la main du Conseil d'État. La plupart d'entre vous connaissent sûrement l'histoire de Pierre Fabre, qui a été un peu le pionnier sur ces questions-là, qui voulait transmettre son entreprise, son laboratoire à une fondation dans la mesure où il n'avait pas d'héritier et il souhaitait d'une part à la fois préserver la pérennité de cette entreprise localement, c'est-à-dire avec ses salariés locaux dans ces terres du sud-ouest. Et donc, il a souhaité créer une fondation pour cela. Et il s'est heurté à tellement de freins qu'il a fallu qu'avec son député local, il a fallu qu'il fasse modifier la loi pour clairement dire dans la loi que c'était possible. Ce qui a été donc la première évolution, mais ça restait insuffisant à la fois dans les mentalités et à la fois juridiquement, c'était délicat. Donc ensuite, la loi Pacte a permis, et Virginie l'a évoqué tout à l'heure, nous avons beaucoup travaillé là-dessus, ce qui a permis d'avoir un article spécifique que nous avons quasiment co-rédigé de la loi Pacte qui permet d'ouvrir clairement, encore plus clairement, la possibilité pour une fondation de détenir, pas seulement au moment de la création, ce qui était le premier texte de 2005, mais également en cours de sa vie, en quelque sorte, de détenir clairement des titres d'une société. Mais il reste encore, il y avait encore un point également qui restait ambigu avec le Conseil d'État, qui était le principe de spécialité, selon lequel que le Conseil d'État interprétait de manière assez étroite, assez restrictive, en considérant que ce principe de spécialité d'une entreprise empêchait une fondation de détenir les titres d'une société qui aurait une action autre que celle de son objet social. Je simplifie de manière un peu courte, mais c'est-à-dire que Pierre Fabre peut avoir une fondation ayant pour objet de permettre le développement des soins à tous, et en possédant les laboratoires Pierre Fabre qui ont un rôle ou un objet lié aux médicaments et à la santé. En revanche, le Conseil d'État considérait que une fondation ne pourrait pas posséder une entreprise qui n'aurait rien à voir avec l'objet social de la fondation. Alors aujourd'hui, ils nous tiennent le discours quasiment inverse, mais bon, c'est un autre problème. Et donc, ces points étant améliorés, on va dire, par la loi Pacte de 2019. Il reste encore 3 sujets sur lesquels, à notre sens, il faudrait faire évoluer la doctrine ou la législation de manière plus claire. Le premier point, c'est que la doctrine du Conseil d'État considère que dans une fondation reconnue d'utilité publique, la fameuse règle dite des 3 tiers dans l'organe de gouvernance, qui peut être un conseil d'administration ou un conseil de surveillance avec directoire, cette règle des 3 tiers impose que les fondateurs
ne représente pas plus du tiers des voix ou des sièges dans cet organe de gouvernance. Les 2 autres tiers, ou les 3 autres tiers, si je puis dire, parce qu'il peut y avoir 4 collèges, devant comporter soit des partenaires institutionnels, soit des partenaires publics, soit des personnalités qualifiées, soit des membres des amis, soit des représentants des donateurs de la fondation, etc. Mais en toute hypothèse, les fondateurs et le collège des fondateurs et leurs successeurs, puisqu'il faut penser à la pérennité, puisque l'objectif est justement de garantir ou de faciliter cette pérennité à la fois de la fondation et donc de l'entreprise, le collège des fondateurs et leurs successeurs ne peut dépasser plus du tiers des voix ou des sièges donc dans cet organe de gouvernance. Ça, c'est un point qui évidemment rebute, et on peut le comprendre, c'est parfaitement compréhensible, même avec les éclairages qui nous ont été donnés tout à l'heure, même si, bien sûr, le chef d'entreprise qui donne n'a pas forcément le souhait ou la volonté de rester dans l'entreprise, de la contrôler, mais néanmoins, il paraît quand même assez légitime que lui-même et ses successeurs, qui peuvent être ses héritiers ou d'autres personnes, mais qu'il a désignés comme étant ses successeurs, continuent à avoir au moins plus qu'un strapontin dans l'organe de gouvernance de la fondation et donc indirectement de l'entreprise. On l'a vu tout à l'heure, quand c'est un fonds de dotation, là en revanche c'est possible, et donc il serait souhaitable que pour les fondations reconnues d'utilité publique, on ait un petit peu la même simplicité que pour les fonds de dotation. J'ai omis d'évoquer le point précédent, éclairer la notion de données-miction dans la gestion. Très rapidement, c'est simplement le fait que le Conseil d'État et la doctrine fiscale considèrent que la fondation ne doit pas donc s'immiscer dans la gestion de l'entreprise. Alors le terme reste ambigu et c'est pour ça qu'il faudrait l'éclairer. Qu'est-ce que veut dire ne pas s'immiscer? On comprend que ça veut dire ne pas être au quotidien et qu'il y a un mélange entre la fondation d'un côté et l'entreprise de l'autre. Ça, je pense que ça conviendra à tout le monde d'avoir cette limite-là. Néanmoins, il paraît évident que si la fondation est actionnaire, a fortiori majoritaire ou simplement de référence, il est évident qu'elle jouera son rôle d'actionnaire. Donc là, il faudra clarifier les choses. Et enfin, autre problématique qui est simplifier le processus de création pour les fondations reconnues d'utilité publique. Certains d'entre vous le savent sûrement, aujourd'hui, ce processus est extrêmement long pour des raisons, on ne va pas rentrer dans les détails, pour des raisons administratives, on va dire, de processus administratif. Ça peut prendre 2 ans et demi à 3 ans à compter du dépôt de la demande auprès du ministère de l'Intérieur. Donc, avant, il y a toujours en amont plusieurs mois de réflexion, c'est évident. Donc, là aussi, il serait souhaitable d'améliorer le processus. Xavier, il faut juste se méfier de l'heure et aller un tout petit peu plus vite. Oui, je vois que ça passe très vite. Pas entrer autant dans le détail. Donc, ensuite, sur les fonds de dotation, là, deux mesures qui pourraient être intéressantes, c'est de préciser, de prévoir que le fonds de dotation peut clairement avoir dans son objet, alors peut-être pas premier, mais au moins second, mais que ça soit clair qu'il puisse avoir une mission de garde des titres et de garantir la pérennité des titres de l'entreprise, puisqu'un fonds de dotation ne peut avoir comme objet qu'un objet d'intérêt général. Or, aujourd'hui, pour les raisons que j'ai évoquées, culturelles, etc., on considère que l'intérêt général et la préservation de l'entreprise, c'est un oxymore, par exemple, justement, que c'est incompatible. Donc, il faudra que les choses puissent être clarifiées là-dessus. Et enfin, en ce qui concerne une mesure tout à fait fiscale, mais simple, lorsque le donateur est une personne physique, par exemple celui qui est le propriétaire des titres en haut, au-dessus de la holding, et qu'il donne des titres de la holding, il est libre de faire ce qu'il veut, et lorsqu'il donne, ça purge de la plus-value, ce qui est intéressant. En revanche, le cas fréquent est l'hypothèse où c'est la holding qui souhaite donner les titres, et donc ça pose 2 problèmes, un problème éventuellement d'acte anormal de gestion, et puis un problème fiscal. Je ne vais pas rentrer dans le détail, puisque l'heure tourne, mais là, il y aurait une amélioration à proposer. Enfin, il y a une troisième hypothèse, un troisième type de structure qui est sortie du chapeau, on va dire, il y a quelques années, de la part de Bercy, de l'administration fiscale, qui est le fonds de pérennité. Je vais laisser Arnaud peut-être évoquer là aussi ce qu'on pourrait rapidement améliorer, puisqu'il apparaît que les fonds de pérennité, ça n'a pas marché, en quelque sorte. Arnaud, je vous laisse faire. Merci. Bonjour à tous. À titre préliminaire, on va expliquer en gros pourquoi on associe le fonds de pérennité
à ce schéma de la fondation actionnaire, puisque en principe, un fonds de pérennité est une structure fiscalement lucrative et donc n'a en principe rien à voir avec le sujet de la fondation actionnaire. Ça a été présenté comme le modèle pour permettre la mise en place de la fondation actionnaire à la française. Donc, en gros, pour l'envisager et l'intégrer dans le triptyque et dans les 3 choix de véhicules possibles, on va envisager les freins qu'il conviendrait de lever. Puisqu'à ce jour, le fonds de pérennité, donc, qui est censé être le véhicule dédié à la mise en place d'une fondation actionnaire, connaît un succès vraiment très mitigé, on va dire, puisqu'il n'en existe que 5 à ce jour, alors qu'il y a 13 membres de facto qui sont tous sous fonds de dotation. Donc, en somme, on a identifié 2 freins principaux qui limitent fortement l'attractivité du fonds de pérennité. Le premier qui concerne, si on peut dire, les fonds de pérennité d'intérêt général qui nous concernent aujourd'hui sur les fondations actionnaires et des fonds de pérennité lucratifs lorsqu'il n'y a pas de velléité de poursuivre une œuvre d'intérêt général pour le fondateur. Ce premier frein, c'est la fiscalité de la transmission qui est en grande partie rédhibitoire. Et le deuxième frein donc, qui nous concerne vraiment, c'est d'adapter le régime du fonds de pérennité pour le financement d'œuvres d'intérêt général. Donc, sur le premier point, l'amélioration de la fiscalité liée à la transmission, c'est d'aboutir à une neutralité et de faire en sorte qu'un chef d'entreprise qui se dépossède intégralement gratuitement, puisqu'il s'agit bien d'une donation pour constituer le fonds de pérennité, que cette transmission ne génère pas un frottement fiscal alors qu'il n'y a aucune génération de cash ou de liquidité pour y faire face. Entre guillemets, l'esprit de l'opération, c'est de considérer que la mise des titres dans un fonds de pérennité est une forme de restructuration du capital et qu'au même titre qu'une fusion ou un apport partiel d'actifs ou une scission est fiscalement neutre, la donation des titres à un fonds de pérennité devrait l'être tout autant. Donc, pour atteindre cette exonération, on peut proposer plusieurs choses. La première, étant la plus simple, serait une exonération complète des droits de mutation, notamment si on considère, et on enverra ça ensuite, que le fonds de pérennité a une mission principale d'intérêt général qu'on pourrait déterminer en fonction du pourcentage des ressources qu'il alloue à l'œuvre d'intérêt général, donc qui deviendrait, entre guillemets, un organisme d'intérêt général en lui-même. Autrement, si l'exonération serait trop forte, c'était d'améliorer le dispositif qui a été proposé par le législateur en 2019 pour atténuer le principe de la taxation au taux normal de 60%, puisqu'il s'agit d'une transmission entre personnes non parentes, d'appliquer le pacte Dutreil. Or, à ce jour, le pacte Dutreil, pour qu'il bénéficie à la transmission à un fonds de pérennité, doit en respecter absolument toutes les conditions, comme une transmission familiale, notamment. Ce qui peut paraître assez paradoxal, puisque le pacte Dutreil vise principalement la transmission d'entreprises familiales et donc de maintenir la direction et la détention du capital entre les mains d'une même personne, alors qu'au contraire, on peut envisager le fonds de pérennité plutôt comme un mode de dissociation justement de la direction de l'entreprise et de la détention du capital. Aujourd'hui, alors c'est des sujets qui sont encore très très théoriques, puisque ça n'a pas été appliqué dans de nombreux cas. La matière en plus est mouvante, puisque la doctrine de l'administration fiscale date uniquement de décembre sur le sujet, mais qui a apporté quelques précisions suite à de fortes inquiétudes par rapport au premier commentaire qui a été publié en avril. En tout cas, on voit, pour brosser un rapide paysage des difficultés, que le régime du pacte Dutreil n'est clairement pas adapté à la situation d'un fonds de pérennité, puisque ça pose tout un tas de questions, notamment sur l'hypothèse classique des engagements collectifs réputés acquis des chefs d'entreprise, qui paraît complètement inapplicable dans l'hypothèse d'un fonds de dotation, d'un fonds de pérennité, puisque dans le cadre de l'engagement réputé acquis, les titres qui sont transmis sont les titres de la holding intermédiaire et pas de la société opérationnelle,
alors que par définition et par application de la loi, le fonds de pérennité ne peut détenir que des titres de la société opérationnelle. C'est-à-dire que le réputé acquis, la personne qui peut prendre l'engagement ne sera pas la personne qui donnerait les titres. Il faudrait que ce soit la holding intermédiaire qui le donne. Ce qui Arnaud, point de vigilance, encore 4 minutes pour 4 toute minutes. votre partie. Je vais accélérer. Enfin, en gros, pour faire court, le pacte du trail n'est clairement pas adapté. Il faudrait soit considérer que l'abattement de 75% d'assiette s'applique automatiquement sur toute donation à un fonds de pérennité, ou en tout cas en atténuer un certain nombre de conditions. Autre point pour encore diminuer l'assiette des droits, ce serait de sécuriser l'abattement de 50% des droits de mutation lorsque le donateur est une personne morale, ce qui permettrait d'aboutir à un niveau de taxation plus acceptable de 7,5% au lieu de 60% sur le principe. Et enfin, pour revenir à cet objectif de neutralité, nous, ce que nous proposons, ce serait que ces droits, certes calculés à un taux réduit, fassent l'objet d'un report d'imposition qui soit exigible, en revanche, lorsqu'intervient un événement futur, typiquement si les titres sont cédés à titre onéreux. Ensuite, sur le deuxième point, pour améliorer le financement des projets d'intérêt général, très rapidement encore, le fonds de pérennité étant un organisme lucratif, il n'est pas éligible au mécénat, c'est-à-dire que ses seules ressources sont les dividendes de l'entreprise. Or, la pérennité de l'entreprise passe principalement par le fait justement de ne pas distribuer de dividendes, ce qui pourrait restreindre les ressources du fonds de pérennité. Donc, on pourrait envisager sous les réserves que les ressources soient majoritairement consacrées à une mission d'intérêt général, que le fonds de pérennité puisse recevoir des dons en complément des dividendes dans le cadre du mécénat, en s'inspirant de dispositifs qui existent actuellement où un organisme d'intérêt général peut être comptablement sectorisé et affecte les dons à son secteur non lucratif et d'intérêt général. De manière alternative, on pourrait également envisager que le fonds de pérennité ayant pour objet de réaliser une mission d'intérêt général, on pourrait considérer plus simplement que toutes les dépenses qu'il engage à des fins d'intérêt général viennent en déduction de son résultat fiscal, puisqu'il réalise bien son objet de cette manière, et donc en dehors du cadre du mécénat, mais en tout cas pour lever le frein actuel, qui est que le fonds de pérennité étant assujetti à l'IS, ces dépenses de mécénat ne peuvent s'inscrire que dans le cadre du mécénat d'entreprise et sont plafonnées actuellement à 0,5% du chiffre d'affaires, ce qui limite considérablement ces perspectives. Voilà. Il y a du boulot sur le fonds de pérennité. Il y a du boulot sur le fonds de pérennité. Voilà. Et d'une manière transversale, pour simplifier un bon nombre d'opérations, puisque ça n'échappera à personne que les chefs d'entreprise possèdent bien souvent les titres de soit de leur holding animatrice, soit de leur société opérationnelle à travers des holdings familiales. Il faudrait faciliter la donation de titres par des sociétés holding patrimoniales, puisque de nombreuses dispositions fiscales y font référence, puisque il a été prévu pour les dons de titres à des fonds de pérennité ou à des fondations RUP que la donation ne donne pas lieu à l'imposition des plus-values latentes, mais les commentaires administratifs sur ces dispositions conditionnent la transmission au respect du caractère normal de la gestion de la société. Or, dans les conditions actuelles, un don de titre par une société holding ne lui apporte vraiment aucun intérêt, sauf à considérer l'intérêt de ses actionnaires en dessous. Alors, il faut très vite qu'on passe aux points 2 et 3. Je ne sais pas si c'est Xavier, mais on a 3 minutes, vraiment. Et donc, voilà, dans cette optique… La qualité juridique, allez-y. Dans cette optique de plaidoyer et de reconnaissance, en gros, de cette organisation hybride, ce qu'on propose, c'est de mettre en place une qualité juridique de fondation actionnaire, au même titre qu'il existe une qualité juridique de société à mission ou de société de l'ESS. Et donc, pour les FRU, les fonds de dotation et les fonds de pérennité, qui remplissent un certain nombre de conditions ou un cahier des charges, notamment qu'ils soient détenteurs de 10% des titres d'une société, puisque c'est le seuil pour déterminer des titres de participation, qui lui soient donnés et donc apportés à titre gratuit, et notamment que les statuts de la FRUP et du fonds de dotation
intègrent dans leur objet la mission de conservation des titres et organiser la gestion des titres, par exemple dans un comité séparé du conseil d'administration pour respecter le principe de non-immixtion dans la gestion. Et pour le fonds de pérennité, ce qui serait dans ce cas essentiel, c'est que 50% de ces ressources soient affectées à la finalité d'intérêt général de sa mission pour le faire basculer dans ce champ de fondation. Voilà. Et juste, je vais faire très court pour la fin. La réserve héréditaire, on en a déjà parlé. L'idée, puisque c'est un frein quand même, puisqu'elle est importante, ce n'est pas de la supprimer, mais c'est de la limiter, notamment ou uniquement lorsque l'objet est de transférer ou de donner ou de léguer des titres à une fondation ou à un fonds de dotation ou à un fonds de pérennité, parce que là, il y a bien une logique et une finalité, mais on garderait le principe de la réserve héréditaire, évidemment, sur les autres points, c'est-à-dire que les parents ne peuvent utiliser que leur quotité disponible. S'ils veulent flamber, entre guillemets, leur argent, ils en font ce qu'ils veulent, mais dans la limite de la quotité disponible, sauf si justement c'est pour faire une œuvre de transmission à une fondation. Voilà, comme ça j'ai fait court. Désolé d'avoir empiété sur le temps pour laisser un petit peu de temps aux questions. Non, merci beaucoup à tous les deux. Ce que je propose, c'est évidemment que vous regardiez plus attentivement notre plaidoyer qui est en ligne, où ces propositions sont davantage détaillées. Comme vous l'avez vu, c'est extrêmement technique rapidement, mais ça prouve aussi le niveau d'expertise qu'il faut quand nous accompagnons les entrepreneurs et les dirigeants. Vous comprenez qu'aujourd'hui, le fonds de pérennité est assez dissuasif, malheureusement, que la FRUP a quand même pas mal de freins par rapport à des entrepreneurs qui veulent transmettre, d'où le fait que le fonds de dotation, pour l'instant, est privilégié, mais il faut encore le border davantage, notamment avec les propositions qu'ont partagées Arnaud et Xavier. Alors, pour conclure, on ne va malheureusement pas avoir, pour respecter le temps, la possibilité de prendre vos questions techniques, mais je pense que si vous nous en envoyez, on aura sûrement la possibilité de les transmettre à Del Sol Avocat, vous dire quelles sont les prochaines étapes. Donc, nous portons ce plaidoyer comme évoqué, avec pas mal d'actions à la fois d'influence et de communication dans l'année qui vient, grâce aux membres qui sont très impliqués de facto. Alors, il y a d'autres fondations actionnaires qui aujourd'hui ne font pas partie de facto pour différentes raisons de temps, de disponibilité, de militantisme, etc., de discrétion. Voilà, donc de facto, c'est une partie émergée plutôt de l'iceberg. Il y en a d'autres, elles sont moins nombreuses, mais on espère progressivement rassembler. Nous allons organiser un prochain webinaire le 15 juin, vous pouvez le noter, grâce à notre correspondante Delphine Bodger, qui est une des meilleures spécialistes des fondations actionnaires en Suisse et qui vient de publier un livre de référence. Elle enseigne aussi à l'Université de Genève. Les fondations actionnaires en Suisse, ces fondations qui détiennent des entreprises, ce sera passionnant et elle viendra nous le présenter en exclusivité. Et puis, nous allons organiser un voyage d'études en Allemagne. Enfin, c'est un peu l'Arlésienne à cause du Covid. J'espère que la saison prochaine, nous pourrons entraîner tous ceux d'entre vous qui le souhaitent. Vous serez informés pour découvrir de près les fondations actionnaires allemandes. Voilà, je voulais tous vous remercier sincèrement. Merci de votre intérêt pour nos travaux. Merci à tous ceux qui portent avec nous ce plaidoyer. Et nous espérons convaincre davantage d'entrepreneurs, pour toutes les bonnes raisons que nous avons évoquées, de s'intéresser de plus près à ce modèle. À bientôt.